gitans, c'est un peu comme les loups. On a tendance à en vivre en famille, en meute. Et quand un étranger essaye de rentrer dans la meute, on a tendance un petit peu à grogner. Faut pas demander aux Français. On a peur d'eux, et eux ils ont peur de nous. Un Français, ça dort à 8 heures parce que demain ça travaille. Et les gitans, à minuit, ils chantent dehors encore. On est rejeté dans les coins, on est rejeté à côté des stations d'épuration, on est rejeté dans les bois, là où c'est que personne ne veut nous voir, parce qu'en réalité, personne ne veut nous voir. Ils pensent qu'on est des taureaux de Camargue. Ils pensent qu'on mange des roseaux et qu'on boit de l'eau salée. Ça, c'est une maison. On a l'avantage de l'atteler puis de partir, vous voyez. Et voilà notre petit chez nous, notre petite roulotte. Et là, c'est la chambre, une petite chambre, hein, vous voyez. On m'a dit que les gitans, ils sont sales. Non, ils sont pas sales. Regardez, la preuve. Les hommes, ils ramassent pas. On n'a pas le droit, c'est les femmes. Les femmes à part. Les hommes à part, c'est le respect. Nous te remercions, Seigneur, pour le bienfait dans nos vies. On n'achète pas des maisons, on n'achète pas des villas, des terrains. Qu'est-ce qu'on fait? On s'amuse, on fait l'anniversaire, on fait le mariage, on gaspille beaucoup d'argent, on fait régaler le monde. Voilà. Et après, s'il n'y a plus de sous, on ira faire la ferraille, ou la guitare. Voilà. On laisse la Camargue de la mer, la Camargue des moustiques. Ah ouais. Pour nous, c'est un devoir parce qu'on est très croyants. On est catholiques et très croyants. Et depuis 1935, c'est la même famille qui porte. Bonsoir à tous et bienvenue dans Révélation. Aujourd'hui, je vous accueille aux portes de Paris, au beau milieu d'une des fêtes foraines les plus célèbres de France, la fête à Neuneu. Les artisans de la fête qui font vivre ces manèges de ville en ville et tout au long de l'année sont des forains. Ce soir, je vous propose une immersion au cœur de leur communauté. Les gens du voyage sont près de 300 000 en France. On les appelle les tziganes, les manouches ou encore les gitans. Souvent incomprises, leur culture intrigue et leur mode de vie dérange parfois. Alors bien loin des préjugés, notre équipe a vécu pendant plusieurs mois à leur côté. Qu'ils soient sédentaires ou itinérants, ils ont tous une identité très forte, un sens de la famille exacerbé et un goût prononcé pour la fête et les traditions. Alors qui sont-ils? Comment vivent-ils? Pourquoi sont-ils parfois montrés du doigt? En fin d'émission, je recevrai celui que l'on appelle le roi des forains, Marcel Campion. Entre fantasme et réalité, voici notre plongée au cœur de la communauté des gens du voyage. C'est un document de Mathilde Cusin. Cannes, sur la Côte d'Azur. Nous sommes au Carlton, l'un des plus beaux palaces de la Croisette. Aujourd'hui, un événement exceptionnel se prépare, le plus grand mariage gitan de l'année. Siwan, 21 ans, épouse Nella, 19 ans, la fille de Nicolas Reyes, le chanteur star des Gypsy Kings. Les jeunes mariés vont maintenant se rejoindre pour le dîner de fête. Siwan va donc découvrir la robe que la jeune femme a choisie pour cet événement. Et il ne va pas être déçu. Chez les gitans, on voit souvent en grand. C'est pas une robe, c'est une voiture, c'est une tente qui est choix. Juste à côté, ça va être dur. Mais je sais pas, tu prends toute la place, des noms de mon frère. Vous arrivez à vous rapprocher l'un de l'autre? Tu arrives à descendre l'escalier ou pas? Non. Donc on va descendre par l'ascenseur directement. Une robe gigantesque, digne des plus grands contes de fées, mais pas forcément pratique pour passer les portes. Après 15 minutes de galère, la mariée parvient enfin à s'extirper du petit ascenseur du Carlton. Dans le hall, un parterre d'invités attend les mariés. La robe fait son petit effet. Nicolas Reyes, la star des Gypsy Kings, pose fièrement aux côtés de son gendre et de sa fille. C'est bien. C'est devant. Pas trop. Il y a plus dans le cul, je crois. Une voiture de collection attend les mariés, et encore une fois, la robe va faire des siennes. Les mariés prennent la direction du Palm Beach, le casino le plus luxueux de la ville. Il a été entièrement privatisé pour l'occasion. Dernière retouche maquillage pour la mariée. Chaque détail compte avant que les stars de la soirée ne fassent leur grande entrée.
Mets bien le bouquet, chérie. Et surtout, tu mets bien ta robe en avant. Non, mais je mets le bouquet dessus. Ouais, voilà. Un véritable défilé devant une assemblée de centaines de convives. Et comme le veut la tradition, cette simple exhibition scelle définitivement l'union. Pas de mairie ou d'église chez les gitans. Les mariés vont maintenant poser devant leurs invités une autre tradition. On va commencer à prendre des photos. Et ils se prêtent au jeu comme de véritables célébrités. Le Palm Beach est désormais noir de monde. Si les convives sont aussi nombreux, c'est que la nouvelle du mariage s'est répandue comme une traînée de poudre dans la communauté. Mais surtout, chez les gitans, chacun peut venir sans invitation. Pas d'invitation. C'est du bouche à oreille. Tout le monde peut venir. Gitan ou pas gitan. Alors forcément, pour les parents des mariés, il a fallu prévoir large pour pouvoir accueillir et rassasier tout le monde. D'autant que le nombre de convives déjà arrivés a de quoi faire peur. Plus de 3000 personnes au compteur. Là, ça vient de Paris, Nice, Marseille, Montpellier, Grenoble, Lyon, Bordeaux. T'as vu le monde comme ça? Ben oui, au moins 3000. Les familles des mariés ont donc prévu 10 000 sandwichs et plus de 1500 bouteilles de champagne à près de 30 € pièce. Soit la coquette somme de 50 000 € juste pour ravitailler les convives. De quoi faire quelques heureux dans la salle. À la santé des mariés. À la santé des mariés. Qu'ils soient heureux et qu'ils nous fassent beaucoup d'enfants. Non, pas beaucoup. 2, ça suffit largement. Après, ils arrivent à les élever après. Mais ce soir, le point d'orgue est une tradition gitane un peu particulière. Il y a quelque chose de très important qui nous attend là-bas. Le mouchoir de ma cousine Germaine. Elle va présenter son mouchoir. C'est quand? C'est maintenant. Chez les gitans, les jeunes filles doivent rester vierges jusqu'au mariage. Il en va de l'honneur de la famille. La veille, Nella a donc été déflorée par une des matriarches de la communauté avec ce bout de tissu. Il est la preuve de sa virginité. C'est donc fièrement que la famille va le brandir devant toute l'assemblée. La fête peut à présent commencer. Champagne qui coule à flot, pièces montées gargantuesques et pistes de danse géantes. Chez les gitans, quand on fête un événement, on ne fait jamais les choses à moitié. Le plus grand mariage de l'année aura tenu toutes ses promesses. Qu'on les appelle manouches, gitans ou tziganes, les gens du voyage sillonnent les routes depuis près de 1000 ans. Aujourd'hui, il serait 300 000 en France. Chaque communauté a ses propres coutumes et traditions, mais aussi ses lois et ses codes. Les femmes à part, les hommes à part, c'est le respect. Une société restreinte qui préfère vivre en vase clos. Ici, on se marie et on vit entre soi. Si certains ont fini par se sédentariser, d'autres continuent tant bien que mal le voyage en caravane, dans un pays où les terrains d'accueil viennent à manquer. On est rejeté dans les coins, on est rejeté à côté des stations d'épuration, on est rejeté dans les bois, là où c'est que personne ne veut nous voir, parce qu'en réalité, personne ne veut nous voir. Mal connues, ces communautés sont soumises toute l'année au feu des critiques. Vol, violence, les gens du voyage ont encore mauvaise réputation. Nous aussi, on aime les entrecôtes aussi, hein. Mais bon, ils pensent qu'on est des taureaux de Camargue. Ils pensent qu'on mange des roseaux et qu'on boit de l'eau salée. Nous ne sommes pas méchants, mais méfiants. Pourtant, derrière cette image, se cachent des femmes et des hommes au sens de l'honneur bien ancré. Fraternité, entraide et esprit festif, plongés au sein de la fascinante vie des gens du voyage. Carnon, petite station balnéaire au sud de Montpellier. Sur cette moto rutilante, Bébé, 54 ans, un biker fan du bitume et d'Elvis Presley. Alors c'est une Harley, une 1340 de 1992, voilà, et je l'ai faite à mon goût. Mais Bébé n'est pas seulement fan du King, il fait aussi partie du club très privé des bikers des gens du voyage. Sur ce veston, il affiche fièrement les couleurs de sa communauté, comme cet hérisson, l'emblème des voyageurs. L'hérisson, c'est symbolique. Quel est le voyageur qui n'a pas mangé l'hérisson? On va dire que c'est un peu leur plat de luxe. Depuis la nuit des temps, on a toujours mangé des hérissons. Regardez, Louis XIV mangeait des hérissons. Mais du coup, c'est quoi pour vous le hérisson? C'est un symbole. C'est quoi? Déjà, c'est une bête qui n'est pas facile à attraper. Hein? Et puis on dit qui s'y frotte s'y pique.
D'accord, ben, c'est un petit peu comme nous, voilà, tout simplement. Comme beaucoup de forains, Bébé est d'origine manouche. Depuis des générations, sa famille vit sur les routes et dans des caravanes. Un mode de vie qui fait aujourd'hui la fierté de cette communauté. Alors ça, c'est le drapeau qui représente la communauté des gens du voyage, puisque ce drapeau, il est connu dans le monde entier. Donc le bleu, ça représente le ciel. Le vert, ça représente la prairie, les verts pâturages où on avait l'habitude de s'arrêter. La roue, qui représente les caravanes. Et bien sûr, il y a 16 bras. Les 16 bras de la roue représentent l'âge mature pour devenir une femme dans la communauté des gens du voyage. Mon drapeau, c'est celui-là, et c'est celui-là. Le voyage, une notion primordiale aux yeux de Bébé. Un mode de vie que lui permet son habitat actuel. Là, ben, on arrive, on va dire, dans ma maison. Voilà. Puisque nous, les maisons, on n'en a pas. Okay, pour nous, une maison, c'est une prison sans rêve. Donc voilà, on est là. Bébé s'est installé sur ce terrain aménagé avec toute sa famille et une partie de sa communauté. Ici, une vingtaine de caravanes cohabitent. Ça, c'est un petit pied-à-terre qu'on a en complicité avec la mairie, donc, comme tous les forains qui sont là. Où vous avez une maison, elle est construite, elle est là, mais il restera. Ben, nous, on a l'avantage de l'atteler puis de partir, vous voyez. Et puis même pour moi, pour mon travail, c'est beaucoup plus pratique, puisque je peux aller partout. Je peux aller partout, vous voyez. Je reste 2 mois à un endroit, 3 mois à un autre, 3 mois à un autre. Et ben voilà notre petit chez nous. Bébé partage une caravane avec sa femme. Un logement dernier cri, avec tout le confort d'un appartement moderne. Notre petite roulotte. Voilà. Donc pour rouler, elle se referme, il y a un petit couloir. Et après ça s'ouvre. Ben, on gagne quand même pas mal, parce que là il y a 1,20 m. Là il y a 1,20 m, ce qui fait qu'on récupère sur la longueur, on doit récupérer 20 mètres carrés à peu près. Là, on va dire que c'est un petit modèle. Mais ça nous suffit à nous. Et là, c'est la chambre, voilà. Bon, c'est une petite chambre, hein, vous voyez. Ça, c'est toute ma petite famille. Alors, Jackson, ça c'est Elvis, mon fils. Charline, Gina, ma femme, et Priscilla. Et là, j'ai tous mes petits-enfants. Voilà, j'ai 7 petits-enfants. Les plus grands aux plus petits. J'ai le plus petit qui a 1 an, et le plus grand qui a 15 ans. C'est très important la famille chez vous, non? Bien sûr. On vit pourquoi? On travaille pourquoi? Pour la famille. Car chez les gens du voyage, la famille n'est jamais loin. À quelques mètres de son campement, Bébé retrouve sa fille et son gendre installés dans une caravane. Forains eux aussi, ils participent aux différentes foires de la région. On dit pas bonjour à son père? C'est la plus vieille de la couvée. Voilà, 33 ans, c'est l'aîné. Donc voilà, c'est Messon. Messon, mon petit-fils. Messon, cache-toi pas. Ah bon, voilà. Il a 15 ans, c'est le plus vieux de mes petits-enfants. Voilà. Et sa famille, Bébé en est très fier. Depuis des générations, ils se transmettent un patrimoine exceptionnel. Ça, c'est mon grand-père, qui était à Valeur de Sabre. Il avait sa baraque, oui, sa baraque, c'était celle-là. Géo, l'homme qui défie la mort. Là, il avait tous ses sabres. Il faisait l'homme enchaîné, il faisait la Valeur de Sabre. C'était les stands qu'il y avait avant. Ça, c'est des danseuses. Ça, c'est ma grand-mère. Ça, c'est ma tante. Ça, c'est mon père. Voilà. Et là, c'est la roulotte de ma grand-mère maternelle. C'est ma grand-mère et mon grand-père maternel. Et la petite, c'est ma maman. C'est une histoire de famille. Exactement. Voilà. Vous êtes posé la question de savoir si vous alliez être forain plus tard ou c'était une évidence pour vous? Non, on va dire que c'est un petit peu inné, on va dire. On était les 4 garçons, on arrivait sur une fête, on voulait pas que mon père il nous aide à monter les manèges. On voulait plus que notre père il travaille, qu'il nous regarde, qu'il soit fier. Et puis nos enfants c'est pareil, les petits-enfants c'est pareil. Mon petit-fils a sa barbe à papa déjà. C'est pour l'apprendre à travailler. Et pas question de chômer chez les forains. Bébé va encore devoir reprendre la route. Mais cet après-midi, le fan d'Elvis a troqué sa Harley pour ce gros 4x4 américain. Le King. Je peux pas passer une journée sans écouter Elvis. Ça c'est Elvis. Simple Fool. Quand t'écoutes ça, t'as tout de suite envie de rouler. Ah ouais.
Imagine-toi ça. Là, c'est les States. À défaut des États-Unis, le fan d'Elvis écume les routes du sud de la France, car son métier l'amène à parcourir les fêtes de toute la région. Il est mandaté par l'État pour vérifier les manèges. Le vérificateur, c'est de s'assurer que les métiers sont aux normes et ne comportent pas de danger par rapport au public. On est là pour assurer la sécurité des gens et aussi pour le forain, le professionnel. Ce matin, Bébé se rend au Luna Park de Carnon-Plage. Une fête foraine qui doit ouvrir ses portes ce soir pour le début de la saison estivale. Bébé a rendez-vous avec John, un forain qui vient tout juste d'arriver pour installer son attraction. Bébé est venu s'assurer que le manège sera bien sécurisé et conforme aux normes imposées par la loi. Mais avant tout, il faut se frayer un passage parmi les autres caravanes. Guette le porte-à-faux, bébé, parce qu'elle coupe à mort. Ben, la difficulté, c'est que là, bon, maintenant, il faut qu'ils commencent à placer les caravanes. C'est on va dire au centimètre près, il faut qu'ils mettent le manège en fonction des autres. Tu vois que l'allée soit quand même belle et fonctionnelle, quoi. Voilà, comme ça, vas-y. Allez. Allez. Allez, pousse. Recule. Ah, si t'es arabe, là-bas. Allez, pousse, ma fille. Là, c'est bon? C'est pas trop compliqué comme exercice, là, tout ça? Non, ça va, on a l'habitude. Le plus compliqué dans l'histoire, c'est le créneau improbable qu'ils vont devoir faire avec cette énorme remorque. John est un retardataire, il n'a plus le choix de son emplacement, les autres forains ont déjà installé leur manège. Il va donc devoir composer avec la seule place restante. Ah, il y a de l'organisation, parce qu'en fait, la SMI du manège fait 14 mètres, et il y a 15 mètres. Il n'y a qu'un mètre de rampe, il faut faire un créneau, et c'est pas une voiture, donc c'est un peu plus compliqué. Faut pas se tromper. L'opération est extrêmement périlleuse. John doit éviter d'abîmer les autres manèges en reculant son camion. Le moindre dégât pourrait lui coûter plusieurs milliers d'euros. Je passe? Tu guettes de l'autre côté là-bas? C'est très compliqué comme manœuvre. Là, ouais, c'est short. Ouais. C'est très compliqué. D'ailleurs, je sais même pas si on va vraiment y arriver. Parce qu'on est encaserné de tous les côtés. Et il faut se mettre pile au centimètre. Donc c'est pas gagné. Malgré leur expérience, la tâche s'annonce très difficile. John et Bébé ont quelques sueurs froides. Ah non, il faut que je ravance, il faut que je la casse directement là. Et il a laissé pile quand même, il a pas laissé trop de marge. Hein. Je reste comme ça. Hein. Alors ça, c'est des mètres forains, hein. Mais à 5 cm près, il tombe pile. 1 mètre, 2 mètres. C'est quoi donc les là, mètres forains? Eh bien, on sait que quand on fait un pas comme ça, c'est 1 mètre. Voilà. On a l'habitude. 1 mètre, 2 mètres. Donc apparemment, je suis en ligne, je suis bon, vous voyez. Tout est dans l'œil. Opération réussie, John et Bébé peuvent relâcher la pression. On a déjà réussi à se mettre en place, c'était pas évident. On a dételé, impeccable. Les femmes s'occupent un petit peu des caravanes, mais je pense qu'avant, on va faire une petite pause casse-croûte, histoire de relâcher la pression, et puis on va rattaquer après. John n'a que quelques heures pour terminer l'installation de son manège. Bébé viendra le vérifier en fin de journée, juste avant l'ouverture au public. Mais en attendant, une autre mission attend le vérificateur. Une intervention qui, cette fois, va s'avérer beaucoup plus casse-cou. Tu viens de racheter un petit coup d'œil au courant, y a pas de souci. Allez, à tout à l'heure. Bébé a été missionné pour intervenir sur l'une des attractions principales de la foire. Le Skyrider, l'un des plus grands manèges de France, qui lance les vacanciers dans le vide à plus de 55 mètres de hauteur. Une bonne dose d'adrénaline pour ceux qui s'y risquent. Ah, c'est tout mon outillage pour les contrôles. Là, je prends mon harnais, je vais monter sur ce poteau-là, sur celui-là, puis je vais aller en haut, à la cime du Sky. À quelle hauteur, ça? 55 mètres. Tu vas avoir le cœur bien accroché. Ah ben, il vaut mieux. Il vaut mieux l'avoir le cœur bien accroché.
quotidien, ça, bébé? Ah, c'est mon quotidien. On va pas dire que je fais ça tous les jours, mais je le fais assez souvent. Voilà. Là, je suis prêt à l'emploi. C'est donc muni d'un simple harnais et sans aucun filet de sécurité que bébé se lance à main nue dans l'ascension de ce pylône. On va faire une petite pause. Regardez le système des câbles. Tout est en galva. Pas le moindre risque. Bébé doit être vigilant. À plus de 30 mètres de hauteur, le moindre faux pas lui serait fatal. Il commence à y avoir un peu de vent. Voilà. Mais malgré le vent et l'effort, bébé atteint le haut du manège en à peine quelques minutes. Donc là, je constate que le transfo a été changé. Voilà, impeccable. Tout est nickel. Bébé est satisfait, tout est réglementaire sur le manège. Mais pas question pour lui de redescendre tout de suite. Il en profite pour admirer la vue. Voilà. Et là, on est au bout. On voit les salins, les gueux mortes et toute la fête foraine. On va redescendre. Ça représente un petit footing. Il vaut mieux avoir des bons mollets, des bons bras. Et surtout, un bon mental. C'est donc en toute tranquillité que le colosse va parcourir en sens inverse les 55 mètres qui le séparent encore du sol. Et même la roue, elle paraît tout petite. Allez, dernier étage. Voilà. Un petit bol d'air. Et c'est reparti. Vous vous sentez comment quand vous êtes là-haut? Eh ben, c'est que je me dis, je suis pas inutile. Parce que je sais que ce que je fais là, c'est pour protéger le public et pour protéger aussi le monde forain. Ciao. Eddy est le propriétaire du Skyrider. C'est lui qui a mandaté bébé pour inspecter son manège. Une collaboration régulière, les deux hommes travaillent ensemble à chaque foire dans le sud de la France. Alors, Eddy, ça a été ou pas? extra. T'as fait le contrôle en haut? Ouais, c'est bon. Ouais. J'ai vu que tu avais changé le transfo. Voilà. Bah, tout est impeccable. On a vérifié les poulies et tout, hein? Voilà, tout est impeccable. Les câbles, bon, j'ai vu que tu avais mis les sécurités par rapport aux câbles, tout. Ça va? Non, très bien. C'est important de faire intervenir comme ça. Ah bah il faut, c'est la sécurité des clients et puis de toute façon c'est imposé par la loi. On n'a pas le choix et puis c'est comme ça. Avant c'était tous les 3 ans et maintenant tous les ans. Voilà la profession. Allez, moi je vais me déshabiller. Je vais m'enlever ça parce qu'il commence à faire chaud. Ah oui. Hein? Grâce à la vérification de bébé, ce soir, Eddy pourra ouvrir son attraction l'esprit serein. Pour les plus grands frissons des courageux visiteurs. John, le forain, est lui toujours à pied d'œuvre. Il ne lui reste plus que quelques heures pour installer son manège, le Coco Bongo. Avec ses parents, sa femme et ses 2 enfants, ils vont passer l'été dans cette fête foraine. Mais pas question que toute la famille se mette au montage, car chez les forains, chacun son rôle. Hommes et femmes ne participent pas aux mêmes tâches. Tu m'aurais aidé, ça serait déjà fini, parce que tu vois, le fil, il serait pas emmêlé si tu aurais tiré l'autre bout. Pas question donc pour Angélique, la femme de John, d'aider son mari. C'est un travail d'homme, ça? Oui, c'est un travail d'homme. C'est quoi votre travail à vous? C'est m'occuper des enfants, faire le ménage, m'occuper du linge, tout ça. Voilà. Après, lui, il gère les papiers et le manège. Vous alternez jamais? Non. Pourquoi? Parce que il sait pas faire ce que je fais et moi, je sais pas faire ce qu'il fait. Donc du coup, c'est comme ça. De leur côté, les hommes de la famille s'activent pour monter le manège, y compris Sheldon, 10 ans. Sheldon, allez fils. Le caisson. Tu travailles toujours avec ton père comme ça? Oui. Pourquoi? Bah, parce que c'est mon métier.
Le Coco Bongo est le métier de Sheldon. Dans le langage forain, c'est comme ça qu'on appelle les manèges. Une attraction que John voudrait transmettre à son fils. Ce métier, à la base, on l'a fait faire pour lui. Pas maintenant. Ça prend, il donne la main, mais disons que le but, c'est qu'on essaye de l'amortir pour que quand il a l'âge de travailler, on lui donne. Ça se passe comme ça. Si on peut. 10 ans. Mais bon, il va un petit peu à l'école quand même. Aider ses parents à monter des manèges, c'est donc le quotidien des enfants de forains. Un mode de vie qui se transmet de génération en génération. Une manière d'assurer une relève fiable. Sheldon, tiens, porte le fil, mon fils. Je prends le coffret, tu me suis avec le fil. Si tu n'y arrives pas, tu me le dis. C'est lourd, Sheldon? Tu n'y arrives pas? Allez, dernier mètre. Tu comptes. Comme dans Rocky. C'est l'école de la vie. Quand je branche, il est à côté et il sait que le neutre, c'est le bleu, qu'il est toujours en bas, après les 3 phases. Ça, c'est l'école de la vie. Allez, vas-y, serre. T'aimes bien faire comme papa? Ouais. Mais bon, il aime bien l'école aussi. Il y a beaucoup d'enfants de forains qui aiment le travail sur la fête, mais qui n'aiment pas l'école. Et lui, je suis un petit peu embêté, dans un sens, parce qu'il adore l'école. C'est un bon élève, il est... Donc moi, ça m'embête aussi, parce que je dis peut-être que je lui gâche une bonne scolarité, quelque chose, mais bon, il me dit qu'il veut être forain, donc... T'as envie de faire quoi plus tard? Forain. Pourquoi? Parce que mon père est forain, c'est mon métier. C'est ma vie. Sheldon et son père montent et redémontent ce manège une 40aine de fois par an. Toujours sur les routes, la famille fait ainsi partie de la catégorie des grands voyageurs. Une vie mouvementée qu'Angélique a parfois du mal à supporter. Donc bouger toutes les semaines comme ça? Voilà, on a l'habitude, c'est tout le temps la route, c'est tout le temps déménagement, remettre les choses en place. Vous aimeriez vivre dans une maison? Des fois on en a marre, oui on aimerait. Surtout pour les enfants, pour l'école, tout ça, ça serait bien. L'année dernière, Sheldon a changé d'école 6 fois dans l'année. Et si les enfants de voyageurs sont baladés d'école en école jusqu'au CM2, une fois le collège arrivé, la loi ne leur permet plus de changer d'établissement au cours de l'année scolaire. Ils sont alors obligés de suivre des cours par correspondance, une solution pas toujours très adaptée. Les cours par correspondance, je ne suis pas sûre. C'est dur, hein? Comment voulez-vous que des petits, en recevant des feuilles, sachent... Si on fait venir un professeur, je crois que c'est 20 € de l'heure. Conséquence, un grand nombre de forains arrêtent l'école très jeunes. J'ai été que en CE2, je crois. Et après j'ai arrêté, j'ai aidé mes parents. Vous regrettez aujourd'hui? J'aurais voulu faire un peu plus. Même constat pour le grand-père de Sheldon. On n'allait pas à l'école à mon âge, quand j'étais gamin. Pas du tout? Pas vous, presque rien. Vous êtes allé jusqu'où, vous? Moi, j'avais 16 ans et j'étais en CM1. C'est-à-dire? Ben, chez ni lire ni écrire. John n'a pas non plus suivi de grande scolarité, mais pas besoin d'être surdiplômé pour s'occuper de son attraction. Ce qui compte ici, c'est le courage pour gravir sans protection les hauteurs du manège. Depuis tout petit, on est baigné là-dedans. Comme on n'a pas suivi de grande scolarité, on ne sait pas faire grand-chose d'autre. Et donc voilà, c'est une vie, on est né forain, on meurt forain, en général c'est comme ça. Oui, la quarantaine est prochaine. Mais malgré l'effort physique et la chaleur de plomb, John n'échangerait son métier pour rien au monde. Le travail, il faut le faire. À toi de t'organiser, mais tu t'organises, tu le fais à ta manière. Personne te commande. C'est une liberté, puis t'es toujours dehors, t'es pas enfermé. Voilà. Il est 18h, John a fini de monter son attraction. C'est maintenant au tour de bébé d'entrer en scène. Le vérificateur de manège va inspecter le Coco Bongo pour s'assurer qu'il ne comporte aucun danger pour le public. Premier test, la vérification du bon fonctionnement de cette nacelle destinée à faire grimper les clients à plusieurs mètres de hauteur. Si cette dernière est enrayée, John ne pourra pas ouvrir ce soir. Donc on va faire un test, un essai, voir si le manège fonctionne bien. Donc là, je déverrouille le frein et j'appuie sur le 1.
C'est bon, ça marche. Verdict? Il tourne dans un sens. On va vérifier qu'il tourne dans l'autre. Et il tourne dans l'autre. C'est déjà bien. Donc là, c'est bon, le manège fonctionne bien, il marche. Soulagé que ce soit terminé et que tout fonctionne, ouais. Impeccable. Bébé vérifie également les points de calage du manège et l'alimentation électrique. Il peut à présent rendre son verdict. Impeccable, vraiment bien. Il est prêt, il peut tourner, il n'y a pas de problème. Ce soir, il est opérationnel. Moi, il me manquait que ce manège pour donner l'autorisation d'ouverture à tout le parc. Ça veut dire que la saison commence? La saison va commencer. Et voilà, on y est. Dans moins d'1 heure, le manège pourra accueillir ses premiers passagers. Du côté du campement, les femmes sont à la tâche pour ravitailler les hommes avant le grand soir. Aujourd'hui, c'est Maria, la mère de John, qui prépare le repas. En fait, là, c'est ma cuisine roulante. Voilà, parce que la caravane est trop petite. Et pour mettre une machine à laver, une plaque, je suis plus à l'aise d'être ici que d'être dans ma caravane. Les hommes, ils rentrent jamais dans votre cuisine? Non, jamais. En général, beaucoup de forains ne font pas de cuisine. John, lui, se repose avant sa soirée d'inauguration. Il est un peu anxieux. Habitué à déplacer son manège chaque semaine de village en village, il a fait le pari cette année d'installer pour 2 mois son attraction dans une vraie fête foraine. Il va donc devoir rentabiliser la coûteuse location de son emplacement. Un risque financier, car selon John, le marché de la fête serait en déclin depuis plusieurs années. Je pense que notre métier est quand même en difficulté, faut dire la vérité. Donc oui, ça fait un peu peur. Moi, je pense que je vais réussir à finir, mais c'est vrai qu'honnêtement, je pense à mes enfants. Et est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est le bon choix pour eux au jour d'aujourd'hui de perpétuer la tradition d'être forain? Ça, je me pose la question, parce que vu ce qui se passe aujourd'hui en France avec les sédentaires, avec les mairies, avec les villes, je ne sais pas ce que ça va donner dans 20 ans, 30 ans. Ça se trouve, il n'y aura plus de fêtes foraines en France. Il n'y aura peut-être que des gros parcs d'attractions, peut-être que... je ne sais pas. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas voir si loin, mais à nous d'essayer de tout faire pour que ça dure. L'enjeu est donc de taille pour John, qui espère que le public sera au rendez-vous ce soir. Il est 21 h et la fête foraine de Carnon est ouverte depuis 2 heures. Mais pour le moment, les allées sont quasiment vides. Allez, prenez vos places pour le tout premier tour, vite, vite. Dans sa petite cabine, John prend sa voix des grands soirs pour tenter d'appâter le peu de clients qui a daigné venir. Tout le monde peut y aller ce soir pour le premier tour, première soirée bien sûr à Carnon. Allez, c'est le tout premier, c'est le meilleur. Après une demi-heure, il arrive à convaincre cette jeune vacancière. Le hic, c'est qu'elle est pour l'instant la seule cliente à vouloir se lancer dans l'aventure. Elle prend place à côté de Sheldon, qui attend lui aussi depuis des heures pour faire un tour. C'est bien de faire un premier tour avec au moins une dizaine de personnes. Pour que les gens qui passent disent « Ah, c'est intéressant, il y a du monde, voilà. » C'est le truc. Mais bon, le problème, c'est quand il y a très peu de monde, s'il y en a 3-4 qui prennent un ticket, qui s'assoient, vous ne pouvez pas les faire poireauter pendant un quart d'heure, quoi. Ils en ont marre, ils veulent faire leur tour. Finalement, après 15 minutes d'attente, John doit se résoudre à faire partir le manège. Mais avec 2 personnes à bord, niveau ambiance, c'est le fiasco. C'est tout premier, c'est la toute première, ce soir c'est les meilleurs. J'ai rien entendu, vous êtes prêtes? Est-ce que ça va comme ça? Mais à la sortie, la jeune vacancière ne semble pas déçue. Le manège à sensation forte a quand même fait son petit effet. C'était bien. Ça secoue un peu. À quelques mètres de là, les enfants de John ont eux profité du manque d'affluence pour prendre d'assaut les attractions voisines. Et même s'ils sont habitués des manèges, Sheldon et Peyton s'éclatent comme des petits fous. Ils sont comme les autres enfants, ils aiment la fête. Donc ils essayent tous les manèges. Pour les enfants de forains, les manèges sont complètement gratuits. Mais si Sheldon et Peyton ont réussi à tirer profit de la situation, John lui fait plutôt grise mine pour cette première soirée d'ouverture. La recette de la soirée n'excède pas les 40 €.
On a fait très peu de clients. Je ne sais même pas si on a fait une dizaine de clients. Mais bon, c'est le jeu. Hein. Je savais que ce soir, il n'y aurait pas grand-chose. Vivement que ça commence, parce que c'est vrai que perdre des soirées comme ça à faire 30 ou 40 €, c'est pas amusant, quoi. C'est l'été, hein, juillet-août, c'est là où on doit en mettre un petit peu de côté pour l'hiver. Hein. John a encore 2 mois devant lui pour faire le plein de clients et remplir sa caisse. Mais la saison s'annonce compliquée. Rendez-vous à la fin de l'été. Cimetière de Moguillot, au sud de Montpellier. Ce matin, Bambo Bayardo est venu rendre hommage à cet homme, Manitas de Plata. Découvert dans les années 60, Manitas de Plata est le plus connu des guitaristes gitans. En 30 années de carrière, il a vendu plus de 93 millions d'albums. Un surdoué qui reste une icône vénérée. Bambo est l'un des neveux de Manitas, mais aussi un musicien hors pair qui a accompagné son oncle à travers ses tournées mondiales. C'est aujourd'hui une star dans la communauté gitane. Aïe, 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 aïe. Toute ma vie, je l'aurai dans mon cœur, toute ma vie, jusqu'à ma mort. Rien qu'en voir sa photo, on dirait qu'il me sourit, qu'il est content de me voir. C'est vrai en plus. J'ai passé plus de temps avec Manitas qu'avec mon père. Alors il représentait mon père, Manitas. On peut dire que c'est mon père aussi. C'est mon oncle, mais c'est mon père en même temps. Les deux. En espagnol, Manitas de Plata signifie les petites mains d'argent. Un surnom attribué par ses premiers fans, ébahis par les prouesses techniques de ce musicien gitan. C'était une musique sauvage, c'était pas une musique avec les tempos, les notes, non. C'était d'un coup il y avait la pluie, d'un coup il y avait le soleil, d'un coup il y avait l'orage. Et il faisait tout, et tout ça qui venait de la tête, mais il le faisait à la perfection. Il était né pour ça, pour la scène, ce mec. Enfin, ce mec, mon oncle, quoi. Grâce à cet aïeul talentueux, Bambo a pu rencontrer les plus grandes stars, écumer les plateaux télé et surtout populariser cet art gitan aujourd'hui encore adoré des foules. Comme le prouve le succès de Kenji Girac. Malgré sa réussite, Bambo n'en a pas pour autant oublié ses racines. Si aujourd'hui il vit dans un joli appartement de Montpellier, il retourne régulièrement dans un quartier qui lui est cher, celui où il a grandi. La cité 100% gitane de Montebérou, nichée au sud de la ville. Le maire, les gens qui s'occupent de la mairie, ils ont fait des cités gitanes. Parce que les Français, s'ils vivent avec les gitans, ne vont pas comprendre la mentalité. Ils ne vont pas comprendre. Parce que bon, un Français, ça dort à 8 heures parce que demain ça travaille. Et les gitans, à minuit, ils chantent dehors encore. Alors c'est pour ça que ça ne s'accorde pas, quoi. L'objectif premier de la municipalité dans les années 70, c'était donc d'offrir un cadre de vie aux gitans souhaitant se sédentariser. Mais si l'idée partait d'une bonne intention, la réalité a vite rattrapé les habitants. Située à l'extérieur de la ville et loin de tout commerce, la cité est vite devenue un véritable petit ghetto. Pourtant, les gitans ont appris à y vivre, le plus souvent à l'extérieur, un mode de vie hérité de celui de leurs ancêtres voyageurs. Et là, les gens vivent dans des caravanes ou dans des maisons? Non, ils vivent dans les maisons, mais quand il y a des caravanes sur le côté, vous voyez là, c'est parce qu'ils sont une famille nombreuse. Si tu en as deux autour de mariés, ils ont des enfants, ils ne peuvent pas vivre tous dans la même maison. Alors, comme ils ont un bout de terrain qui s'appartient à personne, ils se mettent dans la caravane, ils mettent un couple là, un couple là. C'est fini les gitans en caravane qui traversent toute la France? Ah là oui. Ici à Montpellier, c'est des gitans qui habitent là, ils sont sédentaires maintenant. À chacune de ses visites, Bambo est accueilli comme une véritable star. Tu m'invites à manger ou pas? Pas de problème. Ah, c'est quand tu veux là. Quand tu veux. Tiens, merci. Car à Montebérou, la musique est une véritable religion. Et ici, les plus jeunes ne jouent pas au ballon rond, mais à la guitare.
musique alors, ça a quelle importance? La musique, c'est pour nous faire évader, nous faire voyager, vous faire voyager. On a du mal à s'exprimer. Et bien nous, on s'exprime par la musique. C'est dans le sang la musique chez les gitans? C'est dans le sang, on est comme ça, on n'apprend pas. On est comme ça, les petits ils ont des guitares à la main, ils ont des bongos, des poubelles. Et ils s'amusent avec les poubelles, ils font du bruit, tout ça, et puis ils arrivent à prendre un rythme. Mais c'est dans le sang, hein, ça s'apprend pas. Franchement, c'est un plaisir et c'est une coutume qu'on a et qu'on gardera, j'espère, toute notre vie. Vivre en extérieur, partager la musique, c'est dans l'ADN des Gitans. Une communauté soudée qui s'entraide depuis la nuit des temps. Les Gitans, c'est un peu comme les loups. On a tendance à vivre en famille, en meute. Et quand un étranger essaye de rentrer dans la meute, on a tendance un petit peu à grogner. Mais vous avez vu qu'on n'est pas méchant. Donc contrairement aux images des fois qui sont balancées sur les Gitans, nous ne sommes pas méchants, mais méfiants. Pourquoi méfiant alors? Comment? Pourquoi méfiant? Méfiants parce que nous avons peur pour nos enfants. On a toujours peur qu'il y ait du danger qui vienne s'introduire chez nous. Et nos parents, nos arrière-parents nous ont appris qu'il y a beaucoup de dangers dehors. Et c'est pour ça qu'on est méfiants, comme les loups. Une meute qui se rassemble une fois la nuit tombée. Comme presque tous les soirs, les anciens ont organisé un de leurs rituels préférés, un feu de camp en plein milieu de la cité gitane. Les Gitans, il a vécu toute sa vie dans les roulottes. Ils n'avaient pas le gaz, ils n'avaient rien, quoi. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient le feu, ils faisaient le manger avec le feu. Ils ont passé un moment, on parlait des vieux, racontaient des histoires, des choses anciennes. Ils passaient des heures comme ça. Mais c'était vraiment un truc naturel et de famille, tu vois. C'est pas terrible, mais enfin, pour nous c'est bien, on peut voir un peu. Je vais faire chanter un chanteur. Voilà, ça c'est du chant flamenco. C'est pas le bamboulé, le jobi joba. Tu vois, je vais les accompagner, on va faire un petit truc sympa, gitan. Tu les jamais de chanter en fait? Si on arrête quand même, le soir quand on dort. Autour de la table, il n'y a que des hommes. Une séparation qui pourrait choquer, mais chez les Gitans, c'est une véritable tradition. Les femmes et les hommes ne se mélangent que rarement pendant les rassemblements publics. Et tout le monde semble y trouver son compte. Eh ben, je trouve que c'est bien, c'est la coutume gitane. Nous accoutumons, dès qu'on fait un repas, une grillade, eh ben, après les hommes se mettent à boire, un grand feu, c'est la musique. Les femmes à part, les hommes à part, c'est le respect. Sauf si les hommes viennent nous chercher pour danser. Là, on est obligé d'obéir, d'y aller. Il n'y a pas de femmes qui chantent du coup? Ah si, ça arrive, hein. Mais nous on n'est pas chanteuses, hein. On est des mangeuses. Ce soir encore, les Gitans de Montpellier auront partagé une soirée typique de leur culture. Un moment de cohésion, indispensable à l'équilibre de ces hommes et femmes, habitués à vivre ensemble. Le cœur, c'est très important. Parce qu'on a tous le même truc. Si on a besoin, on demande. Au retour, on échange. Mais Chine, c'est pas méchant, mais un échange. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris reste ça. Voilà. Vous n'avez pas envie d'essayer de vous mélanger? Oui. On a essayé, on a essayé, mais toujours les gens ils parlent. Hein. C'est pas notre faute. Hein. On peut pas demander aux Français. On a peur d'eux et eux ils ont peur de nous. C'est la vie. Le lendemain matin, à Montebérou, l'heure est encore à la fête.
Aujourd'hui, c'est le branle-bas de combat dans l'une des rues. Tout le quartier est en ébullition, un événement exceptionnel se prépare. Fileté et Antonia, les cousins du guitariste Bambo, organisent ce soir l'anniversaire de leur fils aîné, Cheyenne. L'adolescent va fêter ses 15 ans, un événement de taille dans la communauté des enfants rois. Ce soir, c'est l'anniversaire de mon fils. Dans un instant, dans Révélation, vous assisterez à une vraie coutume gitane, les anniversaires. Un événement qui autorise toutes les extravagances. En général, ça tourne aux alentours d'une centaine de poulets, 100, 200 poulets. Pour aller jusqu'à 800 personnes. Chez nous, il faut toujours être belle, comme un mariage. Vous découvrirez aussi que cette communauté n'est pas toujours très bien acceptée. Certaines mairies n'hésitent pas à les loger sur des terrains d'accueil insalubres. Il y a des rats, tout le long il y a des rats. Toute la nuit, ça fait que bouger, on les voit passer, il y a des rats tout le long. Retour à Montébérou, le quartier gitan de Montpellier. Aujourd'hui, c'est le branle-bas de combat dans l'une des rues. Toute la cité est en ébullition, un événement exceptionnel se prépare. Fileté et Antonia, les cousins du guitariste Bambo, organisent ce soir l'anniversaire de leur fils aîné, Cheyenne. L'adolescent va fêter ses 15 ans, un événement de taille dans la communauté des enfants rois. Ce soir, c'est l'anniversaire de mon fils. Il fête les quel âge ce soir? 15 ans. Nouvelle chanteuse de Paris. 15 ans, il fait. Est-ce que 15 ans, c'est un âge spécial C'est là qu'il mûrit. C'est là qu'il mûrit, ils sont plus grands, maintenant ils sont jeunes hommes. Voilà. Vous avez beaucoup investi pour cet anniversaire? Beaucoup. Non, pas. Il a investi une quinzaine de briques. Hein. Vous avez investi 15 000 € ce soir. Un peu plus, ça fait que 15 000 €. Alors nous, tu sais, on n'achète pas des maisons, on n'achète pas des villas, des terrains. Qu'est-ce qu'on fait? On s'amuse, on fait l'anniversaire, on fait le mariage, on gaspille beaucoup d'argent, on fait régaler le monde. Voilà. Et après, s'il n'y a plus de sous, ben, on ira faire la ferraille, hein, ou la guitare. Hein, voilà. 15 000 €, la somme est impressionnante. Mais chez les gitans, l'argent ne compte pas quand il s'agit de faire la fête. Si Fileté a investi autant, c'est qu'il a prévu de recevoir beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui va arriver. Combien de personnes? Je ne peux pas savoir, mais il y a beaucoup de monde. On n'invite pas, nous t'inviteras, tu fais le baptême, je viens. Moi, je fais le baptême au mariage, tu viens. Je n'ai pas besoin de t'inviter. T'invites un étranger. Mais la famille, elle n'invite pas. Les amis, vraiment les amis, on ne les invite pas. Et comment vous faites s'il y a des gens que vous ne voulez pas inviter, mais qui viennent quand même? Ah ben, ils sont bien reçus, on nous reçoit bien, ils mangent, ils boivent, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est comme ça les gitans. Les gitans, c'est comme ça. Et pour satisfaire qui voudra, Fileté et sa femme n'ont pas lésiné sur les moyens. Ils ont donc fait appel à un traiteur privé. Tonia, vas-y, il dit à Paul, tu fais dans les pompiers, il y a les poulets qui viennent. Vas-y, vite, les poulets vont venir. Pour être sûr de rassasier tout le monde, Fileté a mis le paquet. Plus de 75 poulets et 100 kilos de pommes de terre ont été commandés pour l'occasion. 75 de poulets. On m'a offert 7 poulets de plus, à mon avis. Combien de personnes on peut nourrir là? Par contre, après un poulet pour 4 personnes, donc ça fera aux alentours de 300 personnes. Ça fait pas mal de monde. Vous avez l'habitude d'avoir ce genre de commande? Ouais. Donc la communauté de voyage, pas mal. En général, ça tourne aux alentours d'une centaine de poulets, 100, 200 poulets. Pour aller jusqu'à 800 personnes. Un camion réfrigéré a aussi été spécialement loué pour l'occasion. Ouvre-moi ce trésor. Il fallait que j'ouvre le trésor. À l'intérieur, une véritable caverne d'Ali Baba. Des sodas, mais aussi des dizaines d'alcools forts et surtout une cinquantaine de bouteilles d'un célèbre champagne. À plus de 40 € pièce, soit environ 2000 € de marchandises. Il y a du champagne, il y a du vin, il y a de tout. Il y a des gâteaux, le manger. Et les lingots d'or, ils sont? Et là-bas au fond. Ah, d'accord. Du renard aussi. Ouais. Pour accueillir tous ces convives, pas une minute à perdre. Les hommes de la famille sont déjà à la tâche pour installer un maximum de tables. Il y a un petit problème, on a manque de table. Non, c'est pas grave, vas-y, de table. On va s'arranger. On va trouver ça. Pendant que les hommes s'activent pour préparer les lieux de la fête, au Carlton, l'un des plus beaux palaces de la Croisette. Aujourd'hui, un événement exceptionnel se prépare, le plus grand mariage gitan de l'année. Siwan, 21 ans, épouse Nella, 19 ans, la fille de Nicolas Reyes, le chanteur star des Gypsy Kings.
Les jeunes mariés vont maintenant se rejoindre pour le dîner de fête. Siwan va donc découvrir la robe que la jeune femme a choisie pour cet événement. Et il ne va pas être déçu. Chez les gitans, on voit souvent en grand. C'est pas une robe, c'est une voiture, c'est une tente qui choisit. Juste à côté, ça va être dur. Mais je sais pas, tu prends toute la place, des noms bancaires. Vous arrivez à vous rapprocher l'un de l'autre? Tu arrives à descendre l'escalier ou pas? Non. Donc on va descendre par l'ascenseur directement. Une robe gigantesque, digne des plus grands contes de fées, mais pas forcément pratique pour passer les portes. Après 15 minutes de galère, la mariée parvient enfin à s'extirper du petit ascenseur du Carlton. Dans le hall, un parterre d'invités attend les mariés. La robe fait son petit effet. Nicolas Reyes, la star des Gypsy Kings, pose fièrement aux côtés de son gendre et de sa fille. C'est bon? C'est devant. Pas trop. Il y a voir le cul, je crois. Une voiture de collection attend les mariés, et encore une fois, la robe va faire des siennes. Les mariés prennent la direction du Palm Beach, le casino le plus luxueux de la ville. Il a été entièrement privatisé pour l'occasion. Dernière retouche maquillage pour la mariée. Chaque détail compte avant que les stars de la soirée ne fassent leur grande entrée. Mets bien le bouquet, chérie. Et surtout, tu mets bien ta robe en avant. Non, mais je mets le bouquet dessus. Ouais, voilà. Un véritable défilé devant une assemblée de centaines de convives. Et comme le veut la tradition, cette simple exhibition scelle définitivement l'union. Pas de mairie ou d'église chez les gitans. Les mariés vont maintenant poser devant leurs invités une autre tradition. On va commencer à prendre des photos. Et ils se prêtent au jeu comme de véritables célébrités. Le Palm Beach est désormais noir de monde. Si les convives sont aussi nombreux, c'est que la nouvelle du mariage s'est répandue comme une traînée de poudre dans la communauté. Mais surtout, chez les gitans, chacun peut venir sans invitation. Pas d'invitation, c'est du bouche à oreille. Tout le monde peut venir. Gitan ou pas gitan. C'est un devoir parce qu'on est très croyants. On est catholique et très croyants. Et depuis 1935, c'est la même famille qui porte. Bonsoir à tous et bienvenue dans Révélation. Aujourd'hui, je vous accueille aux portes de Paris, au beau milieu d'une des fêtes foraines les plus célèbres de France, la fête à Neuneu. Les artisans de la fête qui font vivre ces manèges de ville en ville et tout au long de l'année sont des forains. Ce soir, je vous propose une immersion au cœur de leur communauté. Les gens du voyage sont près de 300 000 en France. On les appelle les tziganes, les manouches ou encore les gitans. Souvent incomprises, leur culture intrigue et leur mode de vie dérange parfois. Alors bien loin des préjugés, notre équipe a vécu pendant plusieurs mois à leur côté. Qu'ils soient sédentaires ou itinérants, ils ont tous une identité très forte, un sens de la famille exacerbé et un goût prononcé pour la fête et les traditions. Alors qui sont-ils? Comment vivent-ils? Pourquoi sont-ils parfois montrés du doigt? En fin d'émission, je recevrai celui que l'on appelle le roi des forains, Marcel Campion. Entre fantasmes et réalité, voici notre plongée au cœur de la communauté des gens du voyage. C'est un document de Mathilde Cusin. Cannes, sur la Côte d'Azur. Nous sommes alors forcément, pour les parents des mariés, il a fallu prévoir large pour pouvoir accueillir et rassasier tout le monde. D'autant que le nombre de convives déjà arrivés a de quoi faire peur. Plus de 3000 personnes au compteur. Là, ça vient de Paris, Nice, Marseille, Montpellier, Grenoble, Lyon, Bordeaux. T'as vu le monde comme ça? Oui, au moins 3000. Les familles des mariés ont donc prévu 10 000 sandwichs et plus de 1500 bouteilles de champagne à près de 30 € pièce. Soit la coquette somme de 50 000 € juste pour ravitailler les convives. De quoi faire quelques heureux dans la salle. À la santé des mariés. À la santé des mariés. Qu'ils soient heureux et qu'ils nous fassent beaucoup d'enfants. Non, pas beaucoup. 2, ça suffit largement. Après, ça arrive à les élever après.
Mais ce soir, le point d'orgue est une tradition gitane un peu particulière. Il y a quelque chose de très important qui nous attend là-bas, le mouchoir de ma cousine Germaine. Elle va présenter son mouchoir. C'est quand? C'est maintenant. Chez les gitans, les jeunes filles doivent rester vierges jusqu'au mariage. Il en va de l'honneur de la famille. La veille, Nella a donc été déflorée par une des matriarches de la communauté avec ce bout de tissu. Il est la preuve de sa virginité. C'est donc fièrement que la famille va le brandir devant toute l'assemblée. La fête peut à présent commencer. Les gitans, c'est un peu comme les loups. On a tendance à en vivre en famille, en meute. Et quand un étranger essaye de rentrer dans la meute, on a tendance un petit peu à grogner. Faut pas demander aux Français. On a peur d'eux et eux ils ont peur de nous. Les Français, ça dort à 8 h parce que demain ça travaille. Et les gitans, à minuit, ils chantent dehors encore. On est rejeté dans les coins, on est rejeté à côté des stations d'épuration, on est rejeté dans les bois. Là où c'est que personne ne veut nous voir, parce qu'en réalité, personne ne veut nous voir. Ils pensent qu'on est des taureaux de Camargue. Ils pensent qu'on mange des roseaux et qu'on boit de l'eau salée. Ça, c'est une maison. On a l'avantage de l'atteler puis de partir, vous voyez. Et voilà notre petit chez nous, notre petite roulotte. Et là, c'est la chambre, une petite chambre, hein, vous voyez. On m'a dit que les gitans sont sales, non, ils sont pas sales. Regardez, la preuve. Les hommes, ils ramassent pas. On n'a pas le droit, c'est les femmes. Les femmes à part, les hommes à part, c'est le respect. Nous te remercions, Seigneur, pour le bienfait dans nos vies. On n'achète pas des maisons, on n'achète pas des villas, des terrains. Qu'est-ce qu'on fait? On s'amuse, on fait l'anniversaire, on fait le mariage, on gaspille beaucoup d'argent, on fait régaler le monde. Voilà. Et après, s'il n'y a plus de sous, on ira faire la ferraille, hein, ou la guitare. Hein, voilà. C'est la Camargue de la mer, la Camargue des moustiques. Ah ouais.